C'est un événement à haut risque qui est organisé ce 7 décembre 2024 à Paris. La réouverture de Notre-Dame, où sont attendus 3000 invités, dont une cinquantaine de chefs d'État, de gouvernement et des têtes couronnées. Pour assurer leur sécurité, 6000 policiers et gendarmes ont été déployés. Mais un homme bénéficie d'une protection bien plus renforcée que les autres personnalités. C'est Donald Trump. En ce mois de décembre, il n'a pas encore été investi président. Mais il dispose déjà d'une sécurité impressionnante, à l'image de son convoi. Quand on voit passer un convoi présidentiel américain, on est complètement saisi déjà par le nombre de véhicules. Ce que j'ai constaté, c'est sa longueur, sa composition, la présence notamment automatiquement d'une ambulance. Ils doivent être capables en temps T de porter les premiers secours, voire d'opérer. Ce qui est quand même pour nous quelque chose qui est à peine envisageable, quoi. Enfin, même pas envisageable du tout. Devant l'ambulance, impossible de ne pas remarquer cet imposant véhicule. Son nom, la sniffeuse. C'est une voiture assez mystérieuse qui est bardée de capteurs qui sert à vérifier qu'il n'y a pas une attaque bactériologique avec des gaz toxiques ou bien même une attaque nucléaire. Le convoi est également protégé par un véhicule brouilleur d'ondes pour éviter tout déclenchement d'engins explosifs à distance. C'est lui qui fige l'image et brouille le son de notre caméra. Pour les 4 prochaines années, Donald Trump va à nouveau bénéficier d'une sécurité dont seul le président américain est pourvu. J'ai jamais vu un tel niveau de protection pour une personnalité. Mais l'histoire plaide pour eux. Une protection XXL pour un des hommes les plus menacés au monde. Partout où il se déplace, les présidents américains sont entourés d'une bulle de protection, aussi imposante que secrète. La sécurité du président en exercice est classée secret défense jusqu'à la fin de son mandat. Alors pour avoir plus d'informations, il faut remonter le temps. En 2009, lors d'une visite officielle en France de Barack Obama, le couple présidentiel s'offre un dîner privé à Paris. Hier soir, le couple avait choisi de passer une soirée carte postale. Dîner dans un vrai bistrot parisien du très chic 7e arrondissement, nappe rouge et blanche à carreaux et plat du jour au menu. À l'époque, seul le menu a fuité. Gigot d'agneau, filet de bœuf, crème brûlée, une flottante, pas de vin et de l'eau. Mais 15 ans plus tard, c'est surtout le dispositif de sécurité qui impressionne encore aujourd'hui le propriétaire des lieux, à commencer par l'entrée via une porte dérobée. Le couple présidentiel est passé ici et ils sont montés par ici. Leurs amis, eux, sont rentrés par le restaurant. Et on monte tous à l'étage. Dans l'escalier, ils sont tout seuls? Ah non, il est très accompagné, très accompagné. Je sais pas combien il y avait de personnes, une vingtaine de 20, 30 personnes autour de lui, je peux plus très bien me souvenir, mais c'était très long, Une entrée à l'écart des autres clients pour rejoindre les 2 salons à l'étage, sanctuarisés pour l'occasion. Et donc le président passe ici. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Là ici, nous avions, c'est la première salle du restaurant, nous avions à leur demande enlevé une partie des tables. Dans cette pièce, la garde rapprochée de Barack Obama veille au grain. Une vingtaine d'agents du Secret Service, debout pendant les 2 heures du dîner, sont prêts à intervenir au moindre problème. Un garde du corps filtre les accès au couple présidentiel. Personne ou presque ne peut les approcher. Il n'y avait que moi et les 2 maîtres d'hôtel qui se sont occupés de cette table. Le reste, même mes autres employés ne pouvaient pas monter.
Et bien sûr, aucun client ne pouvait monter. Il y avait un barrage au niveau de l'escalier. On va aller dans le sein. Et on va dans le sein des saints. Il y a une petite plaque qu'on a mis parce que ça a été un événement bien sûr pour nous important. Le président et son épouse étaient face à face. Lui était placé derrière ce mur. Le plan de table a été imposé par le Secret Service. Le président est installé dos au mur, entre les deux fenêtres, pour ne pas être exposé. Face à lui, son épouse Michelle. Leurs amis occupent les places autour d'eux. Aucune autre personne n'est autorisée à rester dans la pièce. Le Secret Service surveille également les plats, de leur confection jusqu'au service à la table présidentielle. La cuisine est là, et là, il y avait particulièrement quelqu'un qui était ici à cet endroit et qui regardait un peu ce qui se passait. Et quand les plats sont sortis, bien sûr, on a à chaque fois dit c'est la table du président, et la table, les plats étaient là, et ça partait avec l'accompagnement des gardes du corps devant et derrière. La réservation a été faite 6 mois auparavant, sans dévoiler l'identité des convives. Précaution ultime, les photos du dîner sont interdites. C'est le seul souvenir que j'ai de cette soirée, parce que on n'avait pas le droit de prendre de photos, et j'ai mis plusieurs années à la récupérer, comme c'était une soirée privée, et on s'est toujours engagé à ce qu'elle ne soit pas publiée, cette photo, tant qu'il était président des États-Unis. Un quartier entièrement bouclé. Des gardes du corps par dizaines pour la sécurité d'une seule personne. Voilà le quotidien du US Secret Service, l'agence fédérale chargée de la protection du président des États-Unis. Des policiers d'élite, aux moyens presque illimités. Pour tenter de percer ces mystères, un ancien agent a accepté de répondre à nos questions. Ron Layton a passé 26 ans au sein du Secret Service et a notamment supervisé la protection des présidents Obama et Trump. Au Secret Service, notre devise est qu'on ne peut pas échouer. Le nombre réel d'agents est confidentiel. Je peux juste vous dire qu'il y a des centaines d'agents qui travaillent 24 heures sur 24 dans le monde entier pour protéger le président des États-Unis. Selon nos informations, 300 agents s'occuperaient exclusivement de la sécurité du président. 1 millier d'autres assurent celle de sa famille, celle du vice-président, et veillent aussi à la sûreté de la Maison-Blanche. En comparaison, le GSPR, l'équivalent français du Secret Service, compte seulement 78 policiers et gendarmes. Le maître mot, c'est l'anticipation. Chaque danger doit être identifié en amont avec une solution pour y répondre. La mission, c'est de supprimer les risques. Notre job, c'est de créer un environnement sûr, une bulle protectrice. Et pour cela, il faut des ressources, du discernement, du personnel. Cette bulle protectrice accompagne le président partout où il se déplace, surtout à l'étranger. Dans ce documentaire exceptionnel, diffusé en 2018, on découvre comment le Secret Service organise, jusque dans sa chambre à coucher, la sécurité d'une visite d'État de Donald Trump aux Philippines. The Secret Service flies in their own highly specialized bulletproof glass from the U.S. So a total of 8 systems that we're installing, which essentially equates to 16 sheets of ballistic material. Details on the thickness, weight, and design are undisclosed. You guys got it? Okay. Everywhere the president goes or he's going to stay, systems like these are installed. This side is for the kickback. So if your shot was taken and a rock back, that's all it's for. So the front feet are the ones that are important. 1, 2, 3. 1, 2.
Bulletproof glass is standard procedure for the president wherever he goes around the world. Okay. So everything that we need, Tout ce dont nous avons besoin, nous le prenons. Nous le prenons séparément et nous le prenons à l'avance. Tous les éléments techniques et technologiques qui nous permettent la suppression des risques sont placés dans un avion séparé et envoyés longtemps à l'avance. Cet avion, un C-17 de l'US Air Force, transporte tout le matériel nécessaire, à commencer par le cortège de voitures présidentielles. Le président américain ne se déplace jamais sans sa limousine. Tanguy Kemener, ancien correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche, en a été le témoin direct. Même pour une quarantaine de mètres, le président se déplace toujours en voiture. Alors, c'est arrivé à l'époque où je travaillais à la Maison-Blanche, Barack Obama a acheté une glace dans la rue d'à côté, mais il était systématiquement suivi par sa voiture, porte ouverte, et les agents du Secret Service étaient prêts à le faire engouffrer dans sa voiture en cas d'urgence. C'est une bulle de sécurité mobile, construite uniquement pour le président américain. Fruit de la collaboration entre le Secret Service et la prestigieuse marque Cadillac. Il n'y a pas une seule voiture présidentielle, il y en a plusieurs, mais au nom des leurs, pour tromper toute personne mal intentionnée, toutes les voitures amenées à transporter le président ont la même plaque d'immatriculation, 800 002, plaque de Washington. 16 exemplaires au total, tous absolument identiques, sont à sa disposition. Cette voiture est réputée impénétrable. C'est un véritable coffre-fort sur roues qui lui vaut son surnom de The Beast, la bête. Elle mesure 6 mètres de long et pèse près de 8 tonnes. The Beast est entièrement blindé, à commencer par son châssis, 12 cm d'épaisseur, qui protège contre l'explosion d'une bombe. Ses pneus sont en Kevlar renforcé. Ils sont quasiment increvables. The Beast est quoi qu'il arrive capable de rouler, même les 4 pneus à plat. La carrosserie est constituée d'un mélange d'aluminium, de titane et de céramique. Cet alliage permet de résister à tout type d'attaque. Les portes sont également renforcées. Leur épaisseur dépasse les 20 cm. Chacune pèse autant que celle d'un Boeing 757. I can tell you this, the Secret Service has a division of engineers. Le Secret Service dispose d'une division d'ingénieurs, de personnes diplômées, de techniciens spécialisés qui travaillent en permanence de concert avec les fabricants pour s'assurer qu'il s'agit de la voiture de protection la plus avancée technologiquement dans l'histoire du monde et qui est constamment améliorée. Et comme vous pouvez l'imaginer, la majorité de ces éléments sont classifiés. Pour percer les mystères de The Beast, nous nous sommes rendus en Bretagne. Dans les locaux de Santigone, le spécialiste français du blindage automobile depuis 75 ans. C'est dans ces usines que sont notamment préparés les véhicules du président de la République française ou du GIGN, similaire à ce modèle. Sur ce véhicule, on a le haillon d'origine et la partition blindée. Émilien Barou, expert en balistique, propose à ses clients des vitres pouvant aller jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Bien moins que la Beast, mais déjà très efficace. Un point sensible, ça va être le vitrage. Donc le vitrage, on est sur un matériau qui doit rester transparent, mais le vitrage est forcément un peu plus fragile que de l'acier blindé. C'est aussi une zone d'attaque évidente, c'est-à-dire que les assaillants vont tirer sur ce qu'ils voient. Ces échantillons, ils ont été testés pour vérifier leur tenue, et vous avez ici, plus loin, un pare-brise qui a été retiré d'un fourgon qui a subi une attaque réelle. Ce pare-brise, il a subi, vous le voyez, 6 tirs à la Kalachnikov. Et il a tenu, alors même que ce blindage est 3 à 5 fois moins épais que le blindage de The Beast.
Une protection extérieure renforcée par des équipements dignes d'un film de James Bond. Centigon propose ainsi certaines innovations que l'on peut retrouver à bord de The Beast. On va avoir par exemple la possibilité de déclencher des fumigènes autour du véhicule pour le camoufler. On va avoir un système de camouflage lumineux où on va couper toutes les lumières du véhicule pour qu'il soit discret. The Beast peut par exemple, en cas d'attaque nocturne, se fondre dans la nuit. Les phares peuvent éclairer en lumière infrarouge, invisible à l'œil nu. Couplé à un pare-brise qui passe en vision nocturne, le conducteur de la limousine peut ainsi voir en pleine nuit, sans être vu. En cas d'attaque chimique, l'habitacle devient totalement hermétique. Des bonbonnes d'oxygène situées dans le véhicule assurent un air sain. On y trouve également des poches de sang, du même rhésus que celui du président. Un seul exemplaire de The Beast coûte plus d'1,5 million de dollars. Un bijou de technologie qui a pourtant des limites inattendues. Cette voiture protège le président de tout, mais parfois pas du ridicule. On a eu un incident où la voiture était tellement lourde et tellement basse qu'elle est restée bloquée sur un dos d'âne en Irlande pendant une des visites d'Obama sur place. Depuis cet incident, The Beast a été rehaussé. La limousine est d'ailleurs constamment améliorée pour parer à toutes les menaces. Tanguy Kemener a également accompagné Barack Obama dans le vaisseau amiral de la flotte présidentielle, le mythique Air Force One. C'est un DC-25, la version militaire du Boeing 747. Le président en a 2 à sa disposition. Il voyage toujours avec 2 avions. Il y a toujours le premier 747 ou le premier C-25 et un deuxième de rechange parce qu'il est impensable que le président ne voyage pas dans un avion sécurisé. À l'instar de The Beast, Air Force One est bardé de technologie. L'avion est protégé sur tout son fuselage par un blindage électromagnétique et est équipé de nombreux systèmes de protection. Comme ces petits miroirs irisés situés à l'arrière des réacteurs. Ce sont des capteurs infrarouges qui permettent de dévier les missiles en perturbant leur système de guidage. C'est un avion militaire qui n'est pas soumis aux couloirs aériens normaux et qui vole d'ailleurs beaucoup plus vite, qui décolle de façon extrêmement brutale et verticale. En fait, le principe, c'est qu'il faut qu'il soit en l'air le plus vite possible pour éviter les moments où il est vulnérable, c'est-à-dire les phases de décollage et d'atterrissage. L'avion a la capacité d'être alimenté en plein vol. Air Force One peut ne pas se poser pendant plusieurs jours si nécessaire. C'est un avion effectivement qui a vocation à devenir une Maison Blanche des airs et à permettre au président de continuer à diriger le pays, y compris d'ailleurs en s'adressant à la nation. Le président américain peut rester en contact avec le sol grâce à 85 téléphones et un système de communication par satellite situé dans cette salle, à l'étage de l'appareil, derrière le cockpit. Juste en dessous se trouve son bureau, pièce centrale de la suite présidentielle, composée d'une chambre et d'un cabinet médical capable de se transformer en salle d'opération si nécessaire. Les proches conseillers ont un salon à leur disposition, collé à la salle de réunion. Une seconde série de salons est réservée aux équipes de la Maison-Blanche et aux invités qui accompagnent le président dans ses déplacements. Enfin, son service de sécurité et les journalistes qui le suivent sont installés à l'arrière de l'appareil. Air Force One n'est pas le seul avion en capacité de protéger le président. Un autre modèle existe, bien moins connu, mais beaucoup plus sécurisé. Le 4B, aussi appelé le Doomsday Plane, que l'on peut traduire par avion de l'apocalypse ou avion du jugement dernier.
Un avion qui n'a pas de hublot, qui est censé servir de pentagone des airs, en fait, de poste de commandement. Au cas où les installations au sol auraient été annihilées par une guerre nucléaire, on peut continuer à mener un conflit depuis les airs à bord de cet avion-là. Depuis sa mise en service, en 1973, aucun président n'a eu à l'utiliser. L'ultime protection, le lieu où le président est le plus en sécurité, c'est à la Maison-Blanche. Située en plein cœur de Washington, aucun avion, hélicoptère ou drone n'a le droit de la survoler. La Maison-Blanche est au centre du périmètre P56A, une zone d'exclusion aérienne permanente très stricte. En cas d'intrusion, une batterie de missiles sol-air installée sur le toit d'un immeuble voisin peut faire feu à tout moment. Au sol, la Maison-Blanche est gardée par près de 1000 agents du Secret Service, présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un endroit tellement sécurisé que l'ancien président Bill Clinton le qualifiait de joyau du système pénitentiaire américain. Les policiers du Secret Service sont au point d'accès, aux guérites qui gardent l'entrée du complexe présidentiel. Ils sont également en patrouille, souvent en uniforme noir, camouflage de nuit. Et puis il y en a également sur le toit qui sont en fait des représentants des équipes anti-snipers qui sont censés pouvoir déjouer des tirs venant de très loin. Les 147 fenêtres sont toutes intégralement blindées. Enfin, un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale est situé sous le bâtiment principal. Alors, il y a officiellement un bunker dans lequel le président peut se réfugier en cas d'attaque. Ce qui m'a frappé lorsque j'étais en poste à Washington, c'est qu'il y a eu des gros travaux vers 2010-2011. C'est des travaux qui étaient secrets. Le secrétaire de presse de l'époque avait refusé de donner quelques détails que ce soit. Il nous avait renvoyé vers le Secret Service qui avait dit qu'il n'avait pas de commentaires. Ronald Kessler est un ancien journaliste du Washington Post. Pour un livre consacré au Secret Service, il a reçu le témoignage de nombreux agents, et certains lui ont révélé l'existence d'un second bunker. Ce qui se passait était top secret. Mais j'ai reçu les preuves qu'en réalité était creusé sur 4 ou 5 étages de profondeur un nouveau bunker afin de permettre à tout le personnel de la Maison-Blanche de s'y réfugier en cas d'attaque, comme celle du 11 septembre. Une résidence, des avions, une voiture ultra sécurisée, ainsi que des centaines d'hommes au service du président. Pour mener à bien sa mission de protection, le Secret Service dispose d'un budget considérable. Le budget total du Secret Service est d'environ 3 milliards de dollars, soit à peu près le prix d'un bombardier furtif. À mon avis, ce montant est ridiculement bas dès lors qu'il s'agit de protéger le président des États-Unis. Car que pourrait-il se passer s'il était assassiné ? Car la menace est bien réelle. L'histoire des États-Unis est là pour le rappeler. Depuis la déclaration d'indépendance du pays en 1776, 4 présidents ont été assassinés durant leur mandat. Le dernier, John Fitzgerald Kennedy, a été tué à Dallas le 22 novembre 1963. Dans l'esprit de chaque agent du Secret Service, il y a le fantôme de ce qui s'est passé avec JFK. Même si ce n'était pas leur faute, car c'est lui qui a refusé que les agents montent dans la limousine. C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Le dernier attentat contre un président en exercice date de 1981. Ronald Reagan a été blessé par balle en plein Washington à la sortie d'une conférence. Il a été sauvé in extremis. Dans le cas de Ronald Reagan, le Secret Service voulait qu'il quitte l'hôtel, le Hilton de Washington, sans voir personne.
Mais la Maison-Blanche privilégiait toujours les relations publiques. Et elle a voulu que le président apparaisse devant la foule. Le Secret Service n'a pas été écouté. Et devinez quoi? Reagan a failli être tué à cause de cela. Depuis, le Secret Service a changé de méthode. Aujourd'hui, la sécurité est la priorité absolue. Et nous espérons que cela se poursuivra. Pourtant, l'histoire a bien failli se répéter le 13 juillet 2024. Take a look at what happened. Lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump, alors candidat à la Maison-Blanche, est la cible d'un tireur isolé. Thomas Matthew Crooks, un Américain de 20 ans, a réussi à monter sur le toit d'un hangar situé à 150 mètres de l'estrade. Il fait feu 3 fois avant d'être abattu par des snipers du Secret Service. Sur ces images de la police locale, on découvre son corps sans vie, quelques instants seulement après la tentative d'assassinat. Donald Trump est un miraculé. Le candidat est légèrement blessé à l'oreille, mais l'un des spectateurs, lui, a été mortellement touché à la tête. Comment une telle faille de sécurité a-t-elle pu se produire ? Six mois plus tard, nous sommes retournés à Butler pour rencontrer Jim Mullings, le représentant du parti républicain du comté. Vous êtes dans une maison républicaine, dans un quartier républicain, dans un comté républicain et dans un État républicain. Le 13 juillet, il était présent avec les 27 000 autres supporters venus soutenir la campagne de Donald Trump. J'y étais. Je pouvais voir le sang d'où j'étais. Nous nous sommes tous dit qu'il avait reçu une balle dans la tête et qu'il ne survivrait pas. C'est ce que nous craignions. Puis, quand il s'est levé et qu'il a donné ce fameux « Fight, fight, fight », tout le monde s'est mis à l'acclamer. C'était l'acclamation la plus forte que j'ai jamais entendue de ma vie. À plus de 80 ans, ce fervent militant républicain a participé à des centaines de meetings. Ce jour-là, il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Avec mes amis, nous avons tout de suite vu que la sécurité n'était pas bonne. Nous avons vu très peu de policiers, pratiquement aucun membre du Secret Service. Nous n'avons pas vu de drones, pas de tireurs d'élite. La sécurité était très très mauvaise, alors que nous étions censés être dans une zone protégée. Le Secret Service est aussi en charge de la sécurité des anciens présidents et des candidats à la Maison-Blanche. Pour Jim, Butler est devenu le symbole de leur échec. Avant le 13 juillet, personne n'avait jamais entendu parler de Butler. Quand les gens nous demandaient « Tu viens d'où ?»« Oh, d'un petit endroit à 40 km de Pittsburgh. » Maintenant, quand nous disons Butler, tout le monde sait où c'est. Butler et ses 13 000 habitants ont depuis retrouvé leur tranquillité. Mais Jim, lui, n'oublie pas que c'est ici que Donald Trump a frôlé la mort. C'était là, c'était l'entrée principale. Ensuite, il fallait marcher jusqu'à ces bâtiments rouges pour atteindre l'entrée. Une partie de la sécurité du meeting a été déléguée à la police locale. La direction du Secret Service a tout de suite rejeté la faute sur le shérif du comté, ce qui attriste Jim. Ils ont essayé de dire que nos policiers n'ont pas fait leur travail, qu'ils auraient dû être plus efficaces. Ils auraient dû l'être, oui, mais on ne leur a pas dit ce qu'ils devaient faire. Leur mission était très vague, ils n'étaient pas très bien informés. Qui est responsable ? Comment Thomas Crooks a-t-il pu s'introduire avec une arme dans un périmètre sécurisé ? Once again, good evening and thanks for joining us at 6. I'm Ken Rice. La chaîne d'information locale, l'antenne de CBS News à Pittsburgh,
a diffusé un reportage sur les failles de sécurité. On s'interroge sur les responsabilités. Comment Thomas Crooks a-t-il pu grimper au sommet de l'immeuble que l'on aperçoit au loin et tirer sur l'ancien président? The building complex from which Crooks fired his shots was outside the perimeter controlled by the Secret Service, and the feds enlisted local law enforcement to patrol and secure that outside area. Pour Andy Sheehan, qui a mené l'enquête, le Secret Service a commis 2 erreurs majeures. La zone depuis laquelle Crooks a tiré a été confiée par le Secret Service à un groupe tactique local. Mais au lieu d'être sur le toit du bâtiment, ces tireurs d'élite ont été affectés à l'intérieur. C'est comme ça que Crooks a pu monter sur le toit sans être repéré ni gêné. Quelques minutes avant les tirs, des officiers de police du comté ont aperçu Thomas Crooks sur le toit et l'ont immédiatement signalé au Secret Service. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prévenu le poste de commandement central par radio. Mais notre reportage a montré que ce message n'est jamais parvenu au personnel qui sécurisait la scène, car il y avait 2 centres de commandement. Ces 2 centres de commandement, sous la responsabilité du Secret Service, n'étaient pas en lien, car ils n'avaient pas la même fréquence radio. Andy Sheehan ne comprend toujours pas comment ces agents d'élite ont pu commettre de telles fautes. C'est la seule agence où l'on ne peut pas faire d'erreurs. Et des erreurs ont été commises. Il s'agit d'une agence très réputée, qui représente la crème de la crème des forces de police américaines. Mais dans ce cas, ils admettent qu'il s'agit de l'un des échecs les plus importants de toute leur histoire. Kimberly Cheatle, la directrice du Secret Service, a fini par reconnaître devant le Congrès, forcée et contrainte, la responsabilité de son agence. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question. Yes or no? I have admitted this is a terrible... This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure? Yes or no? Yes. Suite à cette audition, elle a démissionné 10 jours seulement après l'incident de Butler. Le Secret Service est en pleine zone de turbulence. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. Alors que Donald Trump fait son retour à la Maison-Blanche. Dans le cas de Trump, la menace n'a jamais été aussi élevée. Il ne s'agit pas de propos racistes comme avec Obama, mais de menaces physiques. Un casse-tête pour le Secret Service, qui doit également assurer la protection de ses proches, bien plus nombreux que pour Joe Biden. Et enfin son immense résidence de Mar-a-Lago, où une seconde tentative de meurtre a été déjouée 2 mois seulement après celle de Butler. Pour M. Trump, les opérations de protection sont toujours difficiles. Toujours. Quand vous avez plus de choses à protéger, vous avez besoin de plus de gens, de plus d'intensité de travail. Vous avez donc besoin d'un pool élargi d'agents. Problème, le Secret Service fait face ces 2 dernières années à de nombreux départs d'agents expérimentés qui n'arrivent plus à tenir la cadence. Le Secret Service a reconnu qu'il manque de personnel, qu'ils ont du mal à recruter des gens pour ce travail. Il y a un déclin de leur culture. Leur engagement envers l'excellence n'est plus à la hauteur de leur passé. Pour pallier ce manque d'agents, le Secret Service réclame une hausse de son budget. Le prix à payer, selon lui, pour continuer à assurer la sécurité XXL du président des États-Unis d'Amérique.